Vous nous suivez à Londres, à Kinshasa, de partout à travers le pays et le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine. Question d'actualité. L'actualité, c'est le mini-sommet d'Addis Abeba auquel prend part Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, aux côtés de ses pairs. Déjà hier, ils ont entamé des discussions, des échanges sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous parlerons également de cet appel de fonds lancé dans le cadre de la campagne de solidarité nationale en faveur des victimes des inondations et des victimes de la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la mission confiée à l'informateur Augustin Kabouya, qui a entamé les consultations depuis hier. Nous allons parler justement de cette majorité parlementaire qu'il va dénicher. Et notre invité, c'est Hubert Tetika. Il est ancien député national, actuellement il est directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. C'est lui donc notre invité. Il est membre de l'Union sacrée pour la nation. Il est secrétaire exécutif national adjoint du regroupement Agissons et Bâtissons. Bienvenue Hubert Tetika. Merci. Nous nous retrouvons après la campagne, les élections du 20 décembre 2023. Exactement. Et ça s'est bien passé? Bon, non, pas pour moi, évidemment. Ça, vous avez postulé dans le district de Lukunga, c'est ça? Dans la circonscription de Lukunga, mais bon, ça n'a pas marché. On a eu ce qu'on a eu, on a vu ce qu'on a vu, et puis voilà. Mais bon, ça va. Il faut laisser passer l'eau sous le pont. Maintenant, on voit autre chose. Et vous positivez sur l'avenir? Exactement, oui, c'est ça. Voilà, je l'ai dit à l'ouverture de l'entame de cette émission, le mini-sommet d'Addis Abeba s'est déroulé en présence de plusieurs chefs d'État, notamment le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait les déplacements vers Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part personnellement justement à ces mini-sommets auxquels a pris part, il faut le dire, le président rwandais Paul Kagame, qui est cité noir sur blanc, surtout son implication dans la guerre qui sévit dans l'est du pays avec les soutiens qu'il apporte au M23. Ça se raconte dans les officines, dans les salons. Faut-il négocier ou pas, ou dialoguer ou pas par rapport à la situation de l'Est? Bien, merci pour la question. Il sera difficile de répondre par un oui ou un non, sans expliquer réellement. Parce que je vois ces derniers temps beaucoup de nos compatriotes faire des passages dans les différentes émissions, et essayer, pour la plupart, enfin pour la majorité d'entre eux, ce que j'ai entendu évidemment, c'est des gens qui veulent pousser à ce que, bon, écoutez, chez nous, tout se termine par la négociation et tout ça. Moi, je pense qu'il faut falloir rappeler ici quelque chose. Il faut une petite genèse, très rapidement. Allez-y. Est-ce que la question qu'il faille se poser, est-ce que dans ces pays, on a déjà négocié, oui ou non? Est-ce qu'on s'est déjà retrouvé dans de telles situations, oui ou non? Moi, je pense que l'histoire de ces pays est jalonnée par des négociations, de diverses manières, qu'on a appelé de plusieurs façons, soit dans des conclaves, des conférences nationales, de ceci ou de cela. Donc, on a déjà eu à négocier plusieurs fois dans ces pays sur ce plan politique. Mais aujourd'hui, nous avions négocié l'histoire après les CNDP, après ceci, on a négocié. Mais il faut que les gens voient un peu quelles ont été les conséquences. Quand nous avions négocié dans les mêmes circonstances, il y a eu plusieurs conséquences. Un, il y a eu démantèlement du commandement de l'armée. Il y a eu infiltration. Donc l'armée n'a pas été homogène. Oui, elle n'a pas été homogène. Donc il y a eu démantèlement du commandement de l'armée. Il y a eu infiltration des services de renseignement de l'armée. Et on a connu d'ailleurs plus de morts. Et on a connu d'ailleurs des cas incroyables où ceux qui venaient négocier exigeaient même de rester dans les zones qu'ils ont conquises par les armes, où ils ont tué des compatriotes congolais. Donc, ils n'avaient pas droit d'imitation des mouvements, voilà, de déplacement. Même en négociation, ils vous disent, nous négocions certes, mais nous gardons cette ligne-là. Et j'en sais quelque chose, vous savez, je suis directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Et vous êtes tout le temps sur le terrain, vous côtoyez... Je suis toujours sur le terrain, donc j'ai vécu ça, j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, ils veulent rester toujours à ces endroits-là, comme pour dire que dès qu'ils se sentent mal à l'aise, ils reprennent effectivement les armes et les mêmes positions. Doit-on, dans ces contextes-là, sincèrement, entre nous,
que nous nous regardions dans les yeux. Entre nous, doit-on négocier dans ces contextes-là? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que si on va négocier pour avoir la même chose. Aujourd'hui, on en est à 10 millions de morts, peut-être 12. Si on négocie demain, après, on en sait pas. Et si la paix passe par ces négociations, comment vous trouvez... Vous savez, dans l'histoire des nations, moi je suis un diplômé des Sciences Po, dans l'histoire des nations, il arrive un moment où un État se décide. Hein? Nous avons droit à l'autodétermination, et là, c'est maintenant, c'est le moment là de notre autodétermination. Il faut savoir dire non. Vous savez, pour moi, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je dis, peu importe ce qui va arriver, qu'ils aient Goma, qu'ils aient Bukavu, qu'ils aient Kisangani, même jusqu'à Kinshasa, on ne négociera jamais. On ne peut pas négocier dans ces conditions. Et donc, vous rejoignez pratiquement l'idée du chef de l'État, la pensée du chef de l'État. Il a dit devant les corps diplomatiques, dernièrement lors de l'échange des vœux, il a dit on ne peut pas négocier, d'autant plus que certaines parties des territoires nationaux sont occupées par l'ennemi. Il doit d'abord quitter ces positions-là. Oui, il doit d'abord quitter et puis voir un peu maintenant. Mais moi, je pense que non. Non, il faut être strict et il faut rester ferme, peu importe. C'est une question de vie ou de mort. Peu importe si nous mourons, si nous allons mourir, qui ne meurt pas. Mais nous ne pouvons pas céder. Ça, c'est pas possible. Moi, par contre, je peux préconiser une ouverture au niveau interne. Vous savez, parce que généralement, quand vous voyez qui soutiennent un peu tous ces arguments-là, c'est parfois nos compatriotes au niveau interne. Et là, ce sont les images du mini-sommet d'Addis Abeba, auquel a pris part Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, aux côtés de ses pairs africains, notamment le président angolais Joao Lourenço et plusieurs chefs d'État. Et Kagame, il n'y a pas eu de photos de famille, j'ai appris, même pas de poignées de main entre les deux personnalités, entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. En tout cas, nous ne sommes pas allés là-bas pour une photo et je pense que ce n'était pas important, on peut s'en passer. Donc, aujourd'hui, c'est que le problème tel qu'il est, moi, par contre, je dirais, vous savez, à la limite, il faut peut-être une ouverture au niveau interne. Quand je parle d'une ouverture au niveau interne, parce que très souvent, on a des voix qui vont dans le sens contraire, parfois de nos propres compatriotes au sein du niveau interne. Mais nous connaissons le problème, vous savez, moi je prends un exemple, vous avez des gens, des amis, qui n'ont pas pu aller aux élections, par exemple, sur demande de leur camp politique. Par exemple, les amis du FCC ne sont pas partis aux élections parce qu'on leur a dit qu'il n'y aura pas élection. D'ailleurs, c'était le langage, hein, vous avez entendu ce langage-là dans les Nanga, les CC. Tout le monde disait il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Finalement, on se retrouve qu'il y a élection. Il y en a qui regrettent sans le dire tout haut. Bon, nous savons qu'il y a un problème. Il y a cette frange-là des amis qui sont un peu mal à l'aise aujourd'hui. Vous avez des cadres compétents quand même, hein, compétents quand même, je pense à des gens comme des Minakou, des Cécile, des gens là. Bon, vous savez, dans notre culture politique, il faut parfois à un moment. Je ne parle pas d'une négociation. On ne négocie rien. Le chef d'État a gagné ses élections, il a sa majorité, et tout ça, il n'y a pas de négociation. En fait, les institutions sont là, il n'y a pas de négociation. Mais par contre, ça ne peut pas empêcher une petite ouverture au niveau interne, voir un peu les amis qui sont à l'interne, comment on pourrait, d'une manière ou d'une autre... Et qu'est-ce que vous entendez par une petite ouverture, donc, des négociations à l'interne, un rapprochement, une décrispation? Les chefs l'ont dit, qu'ils travailleraient avec tout ce qu'ils veulent, avec tout le monde, il a dit d'ailleurs. Donc, moi je pense que ne nous parlez pas d'une négociation externe avec ces gens-là, non, ça non. Mais en interne, nous pouvons arranger les choses, laisser une petite ouverture. Ça coûterait quoi de dire, voilà, les amis ne sont pas allés aux élections, mais bon, écoutez, pourquoi ne pas peut-être les associer à un certain niveau, pas au Parlement, évidemment c'est trop tard, mais à un certain niveau, pour qu'ils essaient de travailler pour le pays. Donc ça, par contre, on peut. Mais dire que nous allions dans une négociation, non. Liberté Tika, nous avons assisté il y a quelques jours, 2 jours exactement, à cette cérémonie, cette soirée de solidarité en faveur des victimes des inondations. Vous savez, notre pays a enregistré au mois de décembre dernier des fortes inondations qui ont coûté la vie à plus de 300 Congolais. Je ne vous informe pas, vous êtes directeur des cabinets au ministère des Affaires sociales. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des sans-abri, les dégâts collatéraux sont encore visibles. Et cet appel de solidarité a été lancé et le gouvernement a mis le paquet, le bouchée double, plus de 5 millions de dollars américains. Et l'appel continue, bien c'est arrêté là? Non, l'appel va continuer. Évidemment, on a commencé par les grandes personnes, ceux qui ont un peu plus de moyens. Hein. Le Premier ministre a donné un chèque de 15 milliards de francs, c'est à peu près 5 à 6 millions de dollars. Et puis il y a certaines contributions qui continuent d'ailleurs. Il y en a qui ont souscrit et nous attendons toutes ces contributions. Mais les causes de toutes ces histoires,
Donc on a d'un côté des causes de la guerre, évidemment, à cause du Rwanda, on a toutes ces PDI qu'on appelle des personnes déplacées internes. Bon, de l'autre côté, il y a aussi les causes climatiques, les changements climatiques qui a occasionné toutes ces inondations et tout ça. Donc il s'est fait qu'à un moment, l'État, oui, mais il faut qu'il y ait quand même un effort collectif, qu'on voit qu'il y ait une solidarité nationale par rapport à nos compatriotes. Voilà pourquoi nous avions organisé à travers notre instrument que nous avons, la Caisse de solidarité nationale, on a organisé cette soirée-là pour essayer d'attirer l'attention des gens et essayer d'avoir un peu de contribution pour faire face à ces besoins criants. Donc voilà, il ne faut pas laisser tout à l'État, mais au-delà de l'État, ceux qui ont de la compassion peuvent essayer d'apporter quelque chose. Voilà pourquoi on a organisé cette soirée. Il y en aura d'autres. Vous vous rappelez qu'on avait organisé un téléthon ici. Un téléthon ici à Maman Guébi. D'ailleurs, on voulait en faire une habitude pour que chaque année, puisqu'on organise au mois de décembre un téléthon, pour toujours essayer de faire face à ces types de catastrophes. Donc, je vois, ça c'est une culture. D'ailleurs, on commence même à penser à une autre forme de financement. D'ailleurs. Une autre forme de financement. Pourquoi il n'y aurait pas carrément un type de prélèvement comme on les fait pour financer un peu ça. Les prélèvements sous salaire ou non, pas forcément. Quand on prélève pour les FPI, on ne prélève pas sur le salaire, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Non, c'est dit, il faut réfléchir, il faut qu'on réfléchisse un peu dans ce cadre-là. Parce que vous savez, même en sortant d'ici, quand vous sortez d'ici, moi j'avais pensé même à ça un peu avant. Nos compatriotes, les aveugles que vous voyez dans la rue, les mendiants, les cécis, ce sont des Congolais. C'est toutes ces personnes vivant avec handicap. Oui, l'État doit le supporter. Mais pourquoi ne pas organiser la solidarité? En fait, c'est ça le mot. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise un peu la solidarité autrement. Comment faire face à cela? On a besoin de beaucoup d'argent pour ça, mais on peut imaginer des sources de financement un peu différentes. Que ce ne soit pas seulement l'État, qu'on ne vienne pas tous les jours aussi organiser des soirées pour demander de l'argent, mais on peut aussi demander à ce qu'on peut aussi organiser donc de tels prélèvements. Mais la question qui se pose au niveau local, c'est la gestion justement des fonds qui sont mis à votre disposition, parce que vous avez l'obligation, c'est devoir, passez-moi l'expression, des redevabilités vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des contribuables. Ça se passe comment? Parce qu'on met à votre disposition des fonds, mais comment on rend compte à la population, même à ceux-là qui... Vous savez, à la fin de chaque mission que nous effectuons, effectivement, nous versons toutes les pièces au niveau de la Direction générale des comptabilités publiques, qui, à son tour, reverse au niveau de la Cour de compte. Mais dans l'entretemps, à tout moment, l'inspection générale des finances peut intervenir, et elle a intervenu à plusieurs reprises avec nous. Nous avions même à un moment demandé qu'on fasse même des voyages avec l'IGF. Parce que vous savez, il y a un vrai problème eux, ils ont une orthodoxie financière qui exige que, voilà, quand vous demandez 1 franc, vous donnez à tel monsieur, c'est ça. Si vous prenez ces francs-là, vous donnez à l'autre, ça devient un détournement. Mais nous retrouvons parfois dans des problèmes de catastrophe, à des situations un peu bizarres. Vous me donnez $1000 pour les donner à 10 personnes. Mais pendant que j'avance, ils sont à 20. Ils sont à 20. Je donne $50 à chacun. J'ai utilisé les $1000. Mais ça paraît comme un détournement parfois. On vous dit non, sur le plan, c'est un détournement. Mais vous aviez donné à 20 personnes parce que dans matière de catastrophe, on n'a jamais un bilan définitif. S'il y a un naufrage, on vous dit non, on a repêché 100 corps. Vous prévoyez un financement pour 100 corps, aller enterrer 100 corps et tout. Pendant que vous venez, 2-3 jours après, on a découvert 50 autres corps. Vous arrivez sur place, vous n'allez pas dire non, j'enterre d'abord les 100 corps, et puis je reviendrai pour les 50 après. C'est pas possible. Donc vous devez faire avec le peu que vous aviez eu et enterrer tout le monde. Donc c'est un peu délicat. C'est un secteur un peu délicat, mais l'inspection générale des finances nous a vraiment compris. Je le salue en passant, parce que nous travaillons vraiment en harmonie avec eux, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui, Hubert Tetika, vous êtes directeur des cabinets du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai, que nous avons vu d'ailleurs sur ces images dans cette soirée de solidarité nationale en faveur des victimes des inondations et en même temps des victimes de la guerre qui sévit dans l'Est
de la République démocratique du Congo. Et lui, c'est le directeur général. C'est le directeur général, mais c'est Raymond Bongolé Bofaya. Voilà, de la caisse. De la caisse, oui. Voilà, c'est lui qui gère tous ces fonds qui arrivent pour assister les victimes et en même temps assister les sinistrés de catastrophes, même les victimes de la guerre. Hubert Tetika, reparlons encore politique. Oui. Le chef de l'État a désigné un informateur, Augustin Kabouya. Il a tenu un point de presse. Après le point de presse, il a démarré avec les consultations. Voilà, Augustin Kabouya est là. Il a démarré avec les consultations pour dénicher la majorité parlementaire. Une majorité qui se dessine déjà. Oui. N'est-ce pas? Mais de manière formelle, il doit dénicher cette majorité parlementaire. Comment ça va se passer? Vous en avez beaucoup d'expérience, vous avez travaillé au Parlement pendant plusieurs années. Et après ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Les autres étapes à suivre? Bon, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il a la mission d'aller dénicher la majorité parlementaire, essayer de voir quelles sont les forces qui composent le Parlement. C'est par rapport à la Constitution. Vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où ceux qui ont la majorité au Parlement, ce sont ceux-là qui dirigent. Donc, il va dénicher un peu cette majorité. Mais je vois déjà la difficulté qui est déjà... C'est laquelle? Ou qui sera la sienne. Parce que non, il sera confronté à une majorité écrasante. Donc, il y aura une majorité vraiment écrasante. Pratiquement, il n'y aura pas d'opposition, s'il faut le dire. Peut-être à 2%. Par rapport aux élections qui viennent de passer, j'ai appris, moi, qu'il n'y a que 18 députés de l'opposition. Et c'est, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, en démocratie, on a besoin parfois d'un certain équilibre. De la contradiction. Parce qu'une majorité trop écrasante implique quoi? Ça veut dire que, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y aura un problème entre l'offre et la demande. Il n'y aura qu'une voix monocorde. Non, il y aura un problème entre l'offre et la demande, disons-le clairement. C'est-à-dire que tout le monde, les hommes politiques se battent pour essayer de travailler, d'avoir quelque chose à faire. Mais il se fera que l'État va se retrouver avec beaucoup de demandes qui ne saura satisfaire. Ça, c'est clair, il faut qu'on se le dise, que les gens le sachent. Des demandes qui viendront d'où? De qui? Mais de ces membres de majorité. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un il dit... Bon, il y aura une guerre de repositionnement. Moi, j'ai des députés, il me faut des postes ministériels, il me faut ceci, il me faut cela. C'est qui est légitime, d'ailleurs. Mais néanmoins, le détenteur de poste n'aura pas la facilité ou la capacité de satisfaire tout le monde. Et généralement, avec l'immaturité politique... parfois entre guillemets, parfois qui se dessine en nous, parfois, ça risquera parfois de pousser certaines personnes à des positions un peu... Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en 1995, en France, en 1995, j'étais en France, le président Jacques Chirac, là, Mitterrand a terminé son deuxième mandat en 1995, le président Jacques Chirac arrive, comme les gens en avaient marre de la gauche, ils votent. Le Parlement français est composé de 577 députés, 577. La droite a eu 491 députés. Ça, c'est au temps de Chirac. Au temps de Chirac, en 1995. 491 députés sur 577. Donc, ça veut dire que toute la gauche réunie n'a eu que 86 députés. Donc, Chirac avait une majorité ultra écrasante. Il a nommé M. Alain Juppé comme Premier ministre. Ils ont commencé à travailler. D'ailleurs, dès que ça a commencé, il y avait une grève incroyable. Ça a commencé. Et puis, le président Chirac a constaté que cette majorité n'était pas vraiment ordonnée. Donc, parfois, il y a des textes qui arrivaient au Parlement, mais on attendait un vote de la majorité. Parfois, il a 491 députés, il se retrouve avec un vote de 250. Il se pose des questions, mais les 241 autres ont voté qui? Ont voté quoi? Est-ce qu'ils se sont obtenus? Donc, cela a été dû à quoi? Toujours, ils essaient de monter les enchères. Il y avait tellement trop de monde, ils montaient des enchères, et comme tout le monde ne s'est pas retrouvé, et il les manifestait au niveau du Parlement. Et conséquence, vous savez, 2 ans après, en 1997, Jacques Chirac dissout sa majorité écrasante. Vous imaginez? Ça ne sera pas le cas en République démocratique. Je le souhaite pas. Raison n'est pas raison. Non, voilà, je le souhaite pas, mais je donne. Attendez, se sentir très à l'aise avec une forte majorité. Exactement. Les gens qui répondent d'une telle voix. Je donne un exemple. C'est-à-dire en 97, il dissout, croyant qu'il aura une majorité, même de 300, mais qui va le suivre. Tout d'un coup, il s'est retrouvé avec la gauche. C'est Jospin qui a gagné.
il s'est retrouvé avec la gauche et il devait rester en cohabitation. Il est resté en cohabitation de 97 jusqu'en 2002 quand il a terminé son mandat, quand Nicolas Sarkozy est arrivé. C'est une parenthèse, c'est juste pour expliquer que bon, ce sont des cas de figure où il faut être un peu très prudent. Hein, je vois la difficulté qui est celle de l'informateur. Donc, il sera confronté à ce type de difficultés. Donc, ceux qui sont autour de lui, et à lui-même d'ailleurs, je conseille une certaine prudence et une certaine dextérité. Voilà, Augustin Kabouya, c'est lui donc l'informateur désigné par le président de la République pour dénicher la majorité parlementaire. Peut-être qu'il sera transformé en formateur, qui sait, hein? Je sais que souvent, on désigne un informateur. Ça relève c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Hubert Tetika, je voudrais poser une toute petite question. Quelle est alors la place de la majorité extra-parlementaire? Vous savez que constitutionnellement, ça n'existe pas. La majorité parlementaire, sur le plan de la Constitution, n'existait pas. Extra-parlementaire. Extra-parlementaire, pardon, n'existait pas. Mais bon, nous avons une culture, vous savez, dans chaque pays. La politique, c'est une science d'adaptation, hein, contrairement au droit qui est une science d'interprétation. La politique est une science d'adaptation. On essaie de s'adapter, on essaie d'adapter les textes existants par rapport aux réalités sociologiques, à plusieurs réalités du terrain. Donc, chez nous, nous avons cette culture-là de pouvoir, de ne pas chercher à prendre la décision seule et d'associer parfois même ceux qui ne sont pas directement concernés. Hein, c'est comme ça que quand vous entendez les termes notables, quand on parle de notables dans ces pays, ça veut dire quoi? Donc on va chercher quelqu'un qui n'a pas une fonction politique, par exemple, il n'a pas une fonction en soi, mais on le prend parce que il peut détenir une certaine... de sa notoriété, voilà, de son influence. Il a une certaine notoriété, il a une certaine expérience, il a tout ça. Donc on le prend. Donc voilà, et c'est ce qui fait que nous allons vers ces gens-là parfois pour dire que non, bah, écoutez, il faut les associer, il faut les reconnaître et essayer d'écouter un peu leur voix aussi. Et constituer une force. La société civile, par exemple, c'est de l'extra-parlementaire, vous comprenez? Mais il y a des moments, quand aujourd'hui, l'histoire des prêtres au Congo, c'est de l'extra-parlementaire, mais parfois ils donnent des avis, hein, dont le Parlement parfois tient compte et qui sont considérés. Donc voilà, c'est dans notre culture. C'est pour ça que nous tenons un peu compte de ça. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas tout prendre, effectivement, mais il faut savoir que ce n'est pas légal, ce n'est pas ceci, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose de bien dont il faut tenir compte. Nous allons parler, pour terminer, la validation des mandats de députés nationaux. Mais peut-être avant qu'on en arrive là, lors de la présentation, je vous ai présenté comme étant secrétaire exécutif national adjoint des regroupements AB, Agissons et Bâtissons. Il y a eu un mouvement juste après la publication des résultats des législatives nationales. Il y a des mouvements, des regroupements politiques qui se sont recréés ou qui ont été créés, lancés. J'ai fait allusion ici PCR, j'ai fait allusion à d'autres groupements politiques, dont les vôtres, et beaucoup de critiques dans les réseaux sociaux, des critiques dans les milieux politiques en disant mais pourquoi beaucoup d'agitation au sein des états-majors des partis politiques, pendant que le chef d'État n'avait pas encore désigné l'informateur, pendant que il n'y avait encore rien, mais déjà au niveau de l'Union sacrée pour la nation, certains sociétaires ont créé d'autres regroupements. Non, je comprends. Après ce qui s'est passé avec le PCR, les gens ont tout de suite parlé de nous, mais nous, on n'était pas dans cette lignée-là. En tout cas, on n'était pas dans cette lignée. C'est ici le lieu d'éclairer un peu l'opinion. Agissons et Bâtissons, qui a comme autorité morale le Premier ministre, Sama, n'a pas agi dans ce sens-là, parce que bon, le PCR c'est autre chose. Le PCR c'est quelque chose, il y a des gens qui sont élus et certaines veulent se constituer une majorité. Bon, en Europe on appellerait ça un courant. Bon, mais nous ne sommes pas encore... Et Agissons et Bâtissons, c'est pas un courant? Non. Agissons et Bâtissons, c'est AB dont vous parlez. On pourrait même dire ça AB et alliés. AB est constitué de 3 regroupements. Avant les élections, hein, c'est-à-dire vous avez AB, vous avez ANB et AADA. Donc ANB, à nous de bâtir le Congo, et AADA, Alliance pour l'alternance démocratique et vous avez fait une sortie donc, une matinée politique, nous, juste au lendemain de la publication des résultats
de législative nationale. Non. Avec, oui, avec quelques députés. Non, acteurs politiques, oui. mais effectivement, l'autorité morale de Abe, qui est le Premier ministre, a réuni, a salué les députés qui sont arrivés à Kinshasa. Donc, dans cette salle-là que vous avez vue, il y avait au moins 47 députés, parce que nous sommes 47 députés nationaux, de ces trois groupes. C'est-à-dire que ces trois regroupements, c'est-à-dire ce sont un regroupement qui était là avant les élections. Nous sommes partis comme ça. Vous voulez bien montrer que vous êtes majoritaire, vous êtes nombreux. On doit faire avec, composer avec vous. Non, on ne montre pas parce que c'est une réalité. On montre quand on veut faire comprendre quelque chose. Mais ça, c'est que non, c'est gestion et bâtissons est composé de trois regroupements, AB, ANB et ADA, et ces trois regroupements font 47 députés. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait avant les élections. Nous sommes partis comme ça. Nous avions eu ces chiffres-là. Donc, il n'y a pas moyen, il n'y a personne qui pourra nous les contester. Mais nous ne sommes pas dans une logique, nous, de courant. Non. Nous sommes partis comme ça et nous restons comme tels dans l'union sacrée, derrière le chef de l'État. On n'a pas besoin d'un courant pour ça. Une dynamique qui a été créée au sein de l'Union sacrée. Oh, mais non. AB, c'est un regroupement de trois partis qui est allé comme ça aux élections, que tout le monde connaissait, et qui a payé comment on appelle ça, les cautions, tout ça pour ces gens-là, et qui a eu ses députés, et donc qui a ses 47 députés. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un courant, et nous n'allons pas dans ce sens-là. Voilà. Et vous êtes maintenant entre guillemets, parce que les élections n'ont pas été fameuses pour vous, n'ont pas été fameuses pour vous. Oui. Vous n'avez pas été voté à Lukunga. Vous l'avez dit. Il faut toujours dire entre guillemets. Ah bon. je vous le concède. C'est un autre débat. Mais si c'est entre guillemets, pourquoi vous n'êtes pas allé à la Cour constitutionnelle? Non. Vous savez, il y a des moments où parfois il faut savoir accepter. Vous savez, en politique, il faut savoir accepter, parfois de prendre des coups et puis vous passez à autre chose. C'est tout à fait normal. Et surtout quand vous êtes dans la même famille, donc il n'y a pas de problème. Ok, ils sont nombreux, ceux-là qui vous suivent à Saké, à Goma, à Rumangabo, à Mobambiro, à Rutshuru, et dans plusieurs coins de la province du Nord Kivu, cette partie qui est aujourd'hui les ventres mous de la sécurité, et tout passe par là. Il y a des gens qui sont en train de fuir en ce moment. Il y a des déplacés internes, il y a de ceux-là qui ne savent pas où mettre la tête, où dormir. Ils passent la nuit à la belle étoile. Et la guerre, ce n'est pas quelque chose de bien parce que ça freine le développement et ça divise les familles. Nous avons passé une vidéo à la télévision nationale ici montrant une dame qui est en train de se plaindre et dit ne sait pas où se trouvent ses enfants. Elle ne sait même pas où se trouve son mari. Elle est vraiment déboussolée, complètement déboussolée. Est-ce que vous avez un message à passer, à lancer à tous ces compatriotes qui sont en train de subir les affres de la guerre? Oui, le premier message, c'est un message de compassion, évidemment. Nous compatissons nuit et jour à ces malheurs-là, et surtout à un monsieur comme moi qui côtoie, qui a eu la chance de côtoyer tout ça vraiment de très près. J'étais là, j'étais dans tous les terrains, j'étais en Ituri, j'étais dans tout le nord Kivu, j'étais au sud Kivu, dans toute cette partie-là. Donc c'est un message de compassion. Mais j'aimerais vraiment leur dire ceci, qu'ils ne tombent pas sous le charme de certains discours. Négocier, ça sera leur assurer une petite accalmie trompeuse pendant un petit temps avant que ça reprenne encore. Donc voilà pourquoi si le chef de l'État aujourd'hui maintient sa position, c'est pas qu'il soit jusqu'au boutiste. Je ne pense pas qu'il soit jusqu'au boutiste ou qu'il soit comment, mais il sait ce qu'il fait. Si c'est par expérience, nous avions vécu ça. Nous ne pouvons pas accepter. Je vois certains compatriotes dire le M23 a été vaincu par en 2013. En 2013. Mais oui, attention. Il ne faut pas qu'on qualifie certaines personnes ici des pompiers pyromanes. Vous savez, ça a été vaincu. Mais aujourd'hui, si on suit, on voit l'histoire de tout ça. Le président Tshisekedi, lui, il est venu trouver une guerre. Il se bat contre vent et marée. Il a eu le courage, contre tout, et contre tous, de dire clairement, de désigner clairement l'agresseur, chose que beaucoup ne le font pas. Vous voyez même quand on appelle le président Kagame là, tous ces compères africains qui sont là,
apparemment, on sent vraiment que personne n'a le courage de dire à Kagame que non, ce que vous faites, ce n'est pas correct. C'est vous qui êtes l'agresseur. Même les Nations Unies condamnent. Les États-Unis condamnent. Nous avons comme l'impression que c'est comme si la guerre, disons, la RDC est seule dans ce combat, abandonnée par la communauté internationale. Nous sommes seuls. C'est pas comme. Nous sommes seuls. Personne ne nous soutient. Les États-Unis, vous allez les entendre là-bas. Non, le Rwanda doit cesser de soutenir les M23. Mais ce sont les mêmes États-Unis qui font le tour de tous les pays africains qui nous soutiennent, qui nous envoient des troupes de la SADC pour leur dire non, que vos troupes soient en stand-by et qu'ils ne tirent pas. Soyons quand même logiques envers nous-mêmes. Si les Congolais n'arrivent pas à comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever nous-mêmes, parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est une question d'autodétermination. Et le moment est venu pour que nous mettions debout. Il faut arrêter de faire semblant. Négocier, ce serait la mort, je l'ai dit clairement. Négocier, ce serait une petite accalmie trompeuse avant que les choses ne reprennent demain. Je ne le souhaite pas. Ne pas négocier, ça sera une souffrance pendant un petit temps, mais ça sera pour un avenir totalement radieux. Voilà pourquoi je demande aux compatriotes d'être derrière le chef de l'État, parce que lui, au moins, a compris. Hubert Tetika, je pense que votre message est passé. Vous demandez aux compatriotes d'être derrière le chef de l'État. Lui, il a compris, il est catégorique. Pas question de négocier avec des gens qui occupent des portions de terre en République démocratique du Congo. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour ces pans du voile que vous avez levés, cet éclairage que vous avez donné par rapport au mini-sommet d'Addis Abeba en Éthiopie, par rapport à la majorité parlementaire qui est en train d'être dénichée par le formateur Augustin Kabouya, par rapport également à votre regroupement politique Agissons et Bâtissons, n'est-ce pas, qui reste de plein pied au sein de l'Union sacrée pour la nation. Ce n'est pas une dynamique ou un courant qui s'est créé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous vous disons aussi également merci, vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Rendez-vous au prochain numéro. À la prochaine. Ça va être bien.